Merci Charline Hurel, et à la une de ce journal, cette 17e journée de mobilisation des Gilets jaunes face à face tendue actuellement sur les Champs-Élysées. Nous sommes en plein moment de la dispersion. Côté mobilisation, on a atteint aujourd'hui le plus bas niveau depuis le début du mouvement. On va en parler dans un instant. 28 600 personnes dans toute la France à 18h, dont environ 3 000 personnes à Paris, d'après les chiffres qui ont été fournis par le ministère de l'Intérieur. Sinon, pour le reste, tout s'est globalement bien passé. Aujourd'hui, un cortège fourni également d'assistantes maternelles, de militants pour le climat, de militants féministes et des revendications multiples. Écoutez. Pour l'avenir des jeunes, le SMIC ne permet pas de vivre, ne permet absolument pas de fonder une famille. Donc on demande à ce que ce soit relevé. On aimerait bien que Macron réponde un petit peu aux revendications. Moi, pour nous, le grand débat, c'est que c'est un moyen de se faufiler. Nous voulons des mesures ambitieuses sur les salaires, sur les déroulements de carrière et évidemment sur les retraites, parce qu'il y a un projet de retraite qui va arriver et nous voulons que les femmes soient considérées entièrement dans ce nouveau projet. Voilà donc pour cette mobilisation à Paris, en province également, on s'est mobilisé. Tout s'est plutôt bien passé. On attendait un rassemblement important au Puy-en-Velay. On craignait des débordements. On va retrouver Nivine Postros sur place. C'était l'un des gros points aujourd'hui de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ah, effectivement, grosse journée de mobilisation ici au Puy-en-Velay. On attendait entre 2000 et 3000 personnes. Finalement, ils étaient 1 millier de gilets jaunes, jusqu'à 2000 manifestants au plus fort de la journée. Le cortège s'était lancé aux alentours de 14h dans une ambiance plutôt bonne. Enfin, on était venus en famille pour cet acte 17 des gilets jaunes. Tout se passait relativement bien jusqu'aux alentours de 17h. Une poignée de casseurs ont rejoint le cortège. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Plusieurs tirs de gaz lacrymogène. Finalement, les gilets jaunes se sont dispersés aux alentours de 18h. Ici, au Puy-en-Velay, les commerçants s'étaient préparés. Beaucoup d'entre eux s'étaient barricadés ou avaient décidé tout simplement de rester fermés. Finalement, aucun dégât n'est à déplorer. Voilà, Nivine Postros avec Léo Millancourt, notre équipe au Puy-en-Velay. Dans l'actualité également, on va en parler également dans un instant, cette tribune de Laurent Wauquiez en réponse à celle publiée la semaine dernière par Emmanuel Macron sur l'Europe. Il s'en prend clairement au chef de l'État et dénonce, je cite, la volonté d'enfermer le débat européen dans un choix binaire entre progressistes et nationalistes. Et puis dans le reste de l'actualité à l'étranger, un climat toujours extrêmement tendu au Venezuela. Les deux rivaux, Maduro et Guaido, ont appelé leurs partisans à défiler aujourd'hui. Caracas, la capitale, était donc sous très haute surveillance policière depuis plusieurs jours. Une gigantesque panne d'électricité paralyse également le pays déjà, donc très fragilisé économiquement en ce moment. Et bienvenue dans LCI Tout Info, bienvenue si vous nous rejoignez. On va reparler de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes avec ces images toujours en direct de l'avenue des Champs-Élysées. Nous sommes en pleine dispersion de cette manifestation et toujours un face-à-face entre quelques manifestants et des forces de l'ordre qui sont déployées. Alors on va en parler avec tous mes invités autour de la table. Jean-Michel Apathy, éditorialiste politique, Thierry Saucé, conseiller en communication politique. Bonsoir. Danielle Simonet, conseillère de Paris, membre de la France Insoumise. Bonsoir. Jean-Marc Capelle, vice-président du groupe RN au Conseil régional Île-de-France. Bonsoir à vous. Et Isabelle Floret, députée MoDem des Hauts-de-Seine. Alors, tout s'était plutôt bien passé jusqu'à 17h30, 18h. Ça a commencé donc à se tendre sur les Champs-Élysées. On le voit. On va d'abord faire avec Alexandra Guillet un point sur la mobilisation. Alexandra Guillet du service police-justice de LCI. Alexandra, c'est une mobilisation qui est encore en baisse par rapport à la semaine dernière et par rapport aux semaines précédentes. C'est vrai que je les mettrais bien là-bas. Qu'est-ce qu'on pense ? 28
600 manifestants dans tout l'Hexagone, dont 3000 dans la capitale. C'est presque 10 000 de moins que la semaine dernière. C'est surtout la plus faible mobilisation enregistrée par le ministère depuis le début du mouvement le 17 novembre. Alors il y a eu quelques pointes de violence ou des tensions avec les forces de l'ordre qui ont émaillé certains rassemblements, notamment à Montpellier, à Caen, Toulouse ou encore à Herbelin près de Nantes. Mais dans l'ensemble, c'est le calme qui a prédominé dans la grande majorité des cortèges ce samedi, notamment là où on craignait des tensions comme à Bordeaux, au Puy-en-Velay ou encore à Paris, même s'il y a eu, vous le voyez sur ces images, quelques tensions au moment de la dispersion qui est en train de se terminer sur les Champs-Élysées. Mais à 19h, on ne dénombrait que 40 interpellations sur tout le territoire, dont 19 rien que dans la capitale. Voilà, 40 interpellations sur tout le territoire. Merci à vous Alexandra pour toutes ces précisions. Alors on le voit, le mouvement est encore en baisse au niveau de la mobilisation. C'est ce que dit en tout cas le ministère de l'Intérieur, on le répète. Jean-Michel Apathy, est-ce que le mouvement, c'est la fin du mouvement quoi ? Est-ce que ça peut reprendre ? La fin du mouvement des Gilets jaunes, je ne dirais pas ça. D'abord, il faut noter que les violences s'estompent. Il n'y a pas non plus d'agression antisémite comme on en a connu il y a 15 jours. Ça, c'est bien pour les Gilets jaunes qui, en tout cas, manifestent. Ils manifestent dans la maîtrise de leur mouvement et c'est mieux pour eux. C'est mieux pour tout le monde, mais c'est mieux pour eux. Ensuite, de manière active, ce mouvement périclite. Il est évident que les gens là n'ont plus envie de descendre dans la rue parce qu'ils ne comprennent plus à quoi ça sert. Et peut-être que dimanche prochain, il y aura un acte 18, et puis, ou samedi prochain, et puis 19, et puis 20, et puis 21. Mais là, il n'y a plus que les activistes qui descendent. Alors, ça ne change rien au débat politique, la journée d'aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas, ça ne bouge aucun rapport de force. Alors, ensuite, le mouvement, je voudrais juste terminer pour répondre à votre question, terminer. Ça, je crois qu'il ne faut pas le dire, parce que le grand débat a anesthésié les Gilets jaunes. Voilà, c'est comme une grosse piqûre qui a calmé le corps. Et on verra quand l'anesthésie sera terminée, c'est-à-dire quand le chef de l'État reprendra la parole et qu'il dira « Mes chers compatriotes, voilà ce que j'ai décidé de faire ». Et là, on verra si le mouvement existe ou s'il n'existe plus. Donc, ne disons surtout pas qu'il est fini. Alors, on va continuer évidemment ce débat là-dessus dans un instant. On va quand même retrouver Charline Hurel qui se trouve sur les Champs-Élysées. Alors, Charline, ce sont encore des Gilets jaunes, des activistes qui sont les manifestants qui sont encore sur place à l'heure où on parle? Eh bien, regardez, il y a quelques gilets jaunes qui sont toujours présents, mais alors majoritairement, vous pouvez le voir sur ces images, des touristes qui ont réinvesti les Champs-Élysées. Vous le voyez derrière moi, les CRS qui viennent d'enlever leur casque et qui ont remis leur calot au signe que la manifestation est terminée, puisque tout se passe dans le calme. Pour vous expliquer, les manifestants ont été évacués, ils ont été pris en étau par les CRS qui les ont poussés vers cette bouche de métro, et des manifestants qui ont obtempéré, qui sont partis de leur plein gré, tout ça de manière totalement détendue. Vous le voyez, désormais, ce sont des habitants, des touristes qui réinvestissent ces trottoirs des Champs-Élysées. Et pour vous dire même, la circulation a été rétablie. Évidemment, les forces de l'ordre vont rester ici quelques heures, voire un petit moment, pour faire en sorte évidemment qu'il n'y ait plus aucun débordement. Charline Hurel sur les Champs-Élysées. Fin de manifestation, donc merci également à Lucas Prévost qui est à vos côtés. Moins de manifestants, moins de débordements, moins de casseurs, évidemment, tout ça, ça va ensemble. Est-ce qu'on peut reprendre le fil de ce qu'on disait, est-ce que ça veut dire fin aussi donc de ce mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous en dites? Non, je ne crois pas, mais déclin... Oui, c'est incontestable. C'est-à-dire, on voit bien ce qu'ils ont apporté au débat politique sur le plan sociologique, une partie de la classe moyenne qui va basculer, mais en même temps, on a bien vu, enfin moi je l'ai dit tout de suite, j'ai été un des rares, parce que tout le monde les a regardés avec les yeux de chimène, les journalistes, les intellectuels, le pouvoir lui-même d'ailleurs. Et moi j'ai dit tout de suite, c'est un mouvement magnifique sur le plan sociologique, mais il est parfaitement irresponsable. Et d'ailleurs, il est magnifique parce qu'il est irresponsable. Et ils l'ont prouvé. Incapacité à s'organiser, incapacité à organiser des manifestations qui ne dégénèrent pas, incapacité même à mettre en œuvre la démocratie. C'est quand même étonnant de penser qu'un mouvement qui revendique la démocratie citoyenne ne fonctionne pas de manière démocratique. Ils se tapent dessus, ils s'insultent, ils se menacent de mort. Ils sont totalement inorganisés sur le plan de la revendication. Et donc, c'est pas la fin... mais c'est le temps pour eux de décider
s'ils s'organisent d'une manière cohérente et suffisante pour que ça reste un espoir pour ce pays et ce qu'ils ont démontré au début. Alors, est-ce qu'il peut reprendre, Simonet, je me tourne vers vous, est-ce que ce mouvement peut reprendre de la vigueur quelque part ? Alors, on vient d'avoir d'abord 2 prises de parole de porte-parole de la Macronie ou du système. Magnifique. Parce que l'un comme l'autre. Je vous connais bien là. L'un comme l'autre. Vous prenez vos rêves pour des réalités. Ça veut généralement, on dit Nicolas Sarkozy. Depuis le début. Non, mais écoutez, depuis le début du mouvement, vous porte-parole de la Macronie. Vous débordez. On n'est pas d'accord. Ça, Vous débordez de mépris social pour cette mobilisation historique dans le pays. Pas une once de mépris. Monsieur. Quand on dit que c'est magnifique, c'est pas du mépris. C'est faux. Non, de toute façon, monsieur Apathy, on a l'habitude de vos prises de parole. Cette semaine, vous vous êtes illustré sur une prise de parole concernant la haut-commissaire de l'ONU qui, elle, a épinglé les problèmes de violence et de répression. Elle a dit n'importe quoi. Quel rapport Quel rapport Est-ce que les gilets jaunes. Je vais vous dire sur les gilets jaunes. Il y a un rapport avec la répression organisée par le pouvoir et votre parole toujours du côté du système et du pouvoir. Daniel Simonet, on parle des gilets jaunes. Vous allez avoir la semaine prochaine, et tous les gilets jaunes le savent pertinemment, un rendez-vous extrêmement important. Samedi prochain, ce sera la grande manifestation qui coïncide avec le moment où M. Macron est censé donc clore ce grand débat qui a été par ailleurs un bide. Un bide quand vous regardez le nombre de pourcentage très faible de la population qui a participé et qui de toute façon ne convainc personne puisque les citoyens et les citoyennes, s'ils souhaitent un débat permanent parce qu'on a un peuple français qui a un appétit au débat politique et à prendre part pleinement à la vie politique, c'est pas pour rien qu'une écrasante majorité veut du référendum d'initiative citoyenne que défend les Gilets jaunes, eh bien samedi prochain vous aurez une convergence entre le nouvel acte de la manifestation des Gilets jaunes, l'acte 17, et la marche 18, pardon, et la marche pour le climat. Cette marche pour le climat, elle est essentielle parce que fin du monde, fin du mois, eh bien, c'est les mêmes causes, les mêmes responsables. C'est-à-dire cette logique du système économique qui aggrave les inégalités sociales et qui aggrave la catastrophe écologique. Et l'urgence, c'est d'avoir une politique radicalement différente pour à la fois être dans la décroissance des inégalités sociales et dans la décroissance de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc vous verrez, samedi prochain, un grand rendez-vous important. Malgré toutes les tentatives de dénigrement. Monsieur Apathy, dans votre intervention, vous nous avez tout servi. Les gilets jaunes qui sont forcément des antisémites, les gilets jaunes qui sont violents. Et vous avez, pour souligner, ce week-end, ils ne sont ni antisémites, ni violents. Il vous manque des choses pour les dénigrer. Là, pas du tout. Je dis que c'était très bien. Non, je dis que c'était très bien. Je préférais ça. Donc, on est sur les gilets jaunes. Vous verrez samedi prochain. Je me tourne vers vous, Isabelle Florennes. Est-ce que vous pensez, que justement cette convergence des luttes peut favoriser ce mouvement des Gilets jaunes? Non, mais on voit bien, vous le dites, que les Gilets jaunes essayent de retrouver du souffle par un moyen ou par un autre. Il y en a qui retrouvent des manifestations de type caritatif, associatif dans les régions. Bon, à Paris, convergence des luttes. Je rappelle, il y a eu les assistantes maternelles aujourd'hui. Prendre ses rêves aussi pour des réalités. Non, je crois que franchement, ce mouvement, effectivement, les chiffres le montrent, décline. En revanche, je ne pense pas que la crise, entre guillemets, ce qui révèle en tout cas les demandes des Gilets jaunes, pour autant, il faut y apporter des solutions. Et que la fin du grand débat, qui effectivement est prévue en fin de semaine prochaine, devra aboutir à des solutions avant les élections européennes. Certaines avant les élections européennes, c'est des solutions de court terme. Certaines de moyen terme nécessiteront un débat parlementaire plus long. Et puis d'autres iront jusqu'à la fin du quinquennat, comme un certain nombre déjà d'élus se sont exprimés sur ces sujets. Mais en tout cas, effectivement, les manifestations, on voit bien que le mouvement est protéiforme, divers, qui ne s'est pas organisé, qui ne l'a pas souhaité. Et eux-mêmes, pour certains, en ont souffert. Ils se disent qu'ils sont confrontés à la réalité qui est s'organiser politiquement, porter un message politique. Et ça, c'est ce que révèle aujourd'hui notamment cette faiblesse du nombre. Jean-Léonard Capelle. Oui, moi je crois que ce mouvement, il est loin d'être moins, même si on a l'impression qu'il s'essouffle.
Mais c'est ce que nous donnent les chiffres. Mais en revanche, ça fait quand même 17 journées. Et ça, c'est extraordinaire, c'est historique. 17 journées que ce mouvement vit, porte les revendications de Français, porte en quelque sorte la colère et la souffrance de beaucoup de Français dont on disait qu'ils avaient du mal à boucler les fins de mois parce que, je rappelle quand même, le problème de pouvoir d'achat était à l'origine, c'est l'ADN de ce mouvement. On a tout fait en revanche. On a tout fait dans le gouvernement, notamment, pour dissuader ce mouvement et pour le discréditer. Il a été insulté, il a été méprisé par des ministres. Du gouvernement, moi, bien je sûr, mais par monsieur... le Parlement. Oui, hein. mais... Je suis dans la majorité, mais non, mais je vous regarde, parce que vous défendez cette majorité. Mais il a été méprisé par monsieur Castaner, par monsieur Griveaux, par monsieur Darmanin. Il a été aussi, bien évidemment, totalement dénigré par Emmanuel Macron à travers différentes phrases qu'il a formulées. Et encore, il y a quelques jours, il essayait de dissuader les manifestants de venir se coller à des casseurs et d'être donc complices du pire. C'est un plagiat du discours de Madame Simonet que vous faites. Hein. Mais je crois que la majorité des Français... Monsieur Abati. Monsieur Abati. Vous l'avez pas volé, celle-là. Vous allez ressortir. Monsieur Abati, je pense que la majorité des Français pensent comme cela. Donc ça dépasse nos frontières politiques parce que je crois qu'on n'est pas dans un mouvement politique. Et je crois que le gouvernement, enfin M. Macron, a essayé bien sûr de créer son gadget. Ça a été ce débat qu'il a créé. Depuis le départ, nous le dénonçons comme une supercherie. Je crois qu'il avait pour objectif d'essouffler le mouvement, qu'il avait un deuxième objectif qui était de faire son opération de communication, comme il sait très très bien le faire. Et puis troisièmement, de se mettre en scène, parce qu'il n'est plus président de la République depuis quelques jours. Depuis notamment qu'il a, dans sa tribune en Italie, lancé la campagne européenne. Il l'avait lancé d'ailleurs le 31 décembre, dans la formulation de ses vœux. Il est aujourd'hui candidat et tête de liste de la République En Marche. Il n'est plus président de la République. Et donc, voilà aujourd'hui ce débat qui a servi, certainement, qui lui permet aujourd'hui de dissiper un petit peu, de diluer ce mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, il nous dit maintenant, après le débat, on attendait une synthèse après le 15 mars. Il nous dit non, maintenant après le débat, il faut des débats encore pour débattre du débat. Donc il va y avoir l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis les corps intermédiaires, et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc il joue pour des raisons tactiques le prolongement et la diversion. Et je crois que c'est extrêmement dangereux. Je crois qu'il n'a toujours pas compris, en fait, que ce mouvement n'est pas mort, et que ce mouvement saura, je pense, le réveiller. Bon moment, attention à la gueule de bois. Allez, on marque une première petite pause dans ce LCI Tout Info. On va continuer dans un instant. On fera la petite pause un petit peu plus tard. Thierry Saucier, justement, vous vouliez intervenir. Je voudrais vous dire pourquoi je pense que vous vous trompez et que les faits le démontrent. Quand je parlais tout à l'heure de tous ceux qui ont eu les yeux de chimène pour eux, je disais les médias, les intellectuels et même le pouvoir. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on laisse des manifestations 17 semaines de suite dans des endroits où elles ne sont pas autorisées. Avec plus de 2000 blessés graves, monsieur. Je vais simplement finir. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, si vous voulez faire un moment le distinguo entre les manifestants réels et les casseurs, vous demandez que ces manifestations soient organisées dans des conditions légales. Et point numéro 2, la liberté de travailler et la liberté de circuler constitutionnellement sont au même niveau que la liberté de manifester. Et donc le pouvoir a été, en tout cas dans un premier temps, vous voyez que je ne fais pas que de la Macronie, ça vous fera plaisir, a été tétanisé par cette affaire des Gilets jaunes et leur a permis, au fond, de continuer à exister et se développer. Il n'a pas été assez répressif pour vous, le pouvoir ? J'ai pas dit ça, moi. Organiser des manifestations dans des conditions légales, pour moi, madame, ça n'est pas de la répression. C'est le respect de la loi et de l'état de droit. Les 2000 blessés très graves avec ces femmes et ces hommes qui ont perdu à vie l'usage de leur œil, avec des mâchoires déformées, à travers les usages du LBD. On n'a jamais vu. C'est affreux. On n'a jamais vu depuis mai 68. C'est une répression sans précédent, même plus forte qu'en mai 68. Plus forte qu'en mai 68. Il y a des problèmes dans le... Non, il y a une répression. Non, pas une répression, parce que ça n'est pas organisé. Bien sûr que si. Il y a des problèmes dans le maintien de l'ordre. Non, il y a eu... Dans la conduite du maintien de l'ordre... Non, mais répression, ça n'est pas juste. Mais bien sûr que si, c'est juste, parce que vous n'avez pas simplement ces usages de la violence disproportionnée de la part des forces de l'ordre dans le commandement, mais vous avez aussi... Qu'est-ce que vous en pensez, les forces de police ? Vous avez aussi une répression administrative, juridique, une judiciarisation de la répression. Vous diriez ça, répression des forces de police ? Nous, là, on a été sans ambiguïté sur notre position là-dessus. On a condamné toutes les violences. Non, mais répression des forces de police ou pas ? Moi, je pense qu'elle a été... Je crois qu'en effet, ça a été un des moyens, parce que les consignes, elles sont données. Donc non, j'en veux pas aux forces de l'ordre. Moi, j'en veux à ceux qui donnent des consignes. Au commandement des forces de l'ordre. Mais vous me posez des questions, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Pour moi, il y a eu deux problèmes. On a confié des armes ou des moyens
à certains effectifs qui ne sont pas formés. Par exemple, on peut revenir sur le débat du LBD, par exemple. Suppression du LBD. Non, et d'autre Vous part... demanderiez la suppression du LBD? Non, en revanche... Non, on le demande. Non, mais on doit être formé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a des consignes qui ont été données par M. Castaner. Dès la première manifestation, le premier jour, à 9h30, on lançait des grenades sur les Champs-Élysées. Donc, en fait, il y a eu une volonté, bien sûr, de réprimer ce mouvement, de le réprimer. Donc, oui, il y a eu répression, bien évidemment, plutôt que de l'encadrer et plutôt que de le mépriser. Je crois que... Ce que dit Thierry Sausset... Il ne faut pas oublier les coups de matraque, y compris la semaine dernière. Ce que dit Thierry Sausset est très juste. Le gouvernement a privilégié le droit de manifester plutôt que sur le respect du droit qui encadre les manifestations. C'est une évidence. Il y a eu des dizaines de défilés qui n'ont pas, des dizaines, peut-être des centaines d'ailleurs, qui n'ont pas été déclarés, qui n'avaient pas de responsables, des défilés qui causaient des dégâts vers lesquels les commerçants, bien ils n'ont personne vers qui se retourner, ils sont laissés dans la difficulté, parfois les assureurs ne remboursent pas. Donc vraiment, le droit de manifester a été privilégié. Donc parler de répression me paraît être un terme qui ne nous permet pas de comprendre le moment compliqué que nous vivons. Parce que nous avons tous envie d'une chose. Nous avons tous envie d'une chose. C'est de sortir de cette On a essayé de faire croire. Dès le début, le gouvernement... Alors, on faut dire les choses justes. Dès le début, ce gouvernement a joué le pourrissement et a essayé de jouer sur le registre de la provocation pour que les choses dégénèrent et pour pouvoir dénigrer la mobilisation. Voilà. Dès le début, il y a une certaine conduite du mouvement des forces de l'ordre pour organiser la confrontation. Et vous avez par ailleurs la phrase, et je terminerai sur cette phrase de M. Macron lorsqu'il a dit finalement ceux qui manifestent seront complices du pire, et dans la même phrase il disait finalement c'est un miracle qu'on n'ait pas eu un décès du fait des forces de l'ordre, ce qui était quand même terrifiant de la part d'un président de la République de tenir de tels propos avant une manifestation. C'était un espèce de lâcher prise vis-à-vis des forces de l'ordre dans l'usage de la force. Et d'ailleurs, le samedi d'après, vous aviez un manifestant qui perdait l'usage d'un œil et vous aviez un député qui était matraqué en pleine rue alors qu'il quittait la manifestation, Loïc Prudhomme, et le préfet qui d'emblée, avant même toute enquête, dans une rue interdite, dans une manifestation interdite. Moi, je suis députée, je ne vais pas dans une manifestation interdite. La manifestation n'était pas interdite, Madame la députée. Elle n'était pas autorisée. Était interdite, ce qui est un cadre légal et différent. La rue dans laquelle il se trouvait est j'aimerais interdite. Que vous êtes député. Vous êtes député, vous votez les lois, Madame. Oui, donc il faut les connaître. Oui, je le connais. Une manifestation non autorisée, c'est pas la même chose qu'une manifestation interdite. Donc, tout citoyen qui participe à une manifestation non autorisée. Non. Mais oui, mais regardez la loi, regardez les textes. Si vous me permettez et un député a le droit de circuler. Et là, en plus, il quittait la manifestation. Donc, un coup de matraque sur n'importe quel citoyen qui ne pose pas de problème au niveau de l'ordre est déjà scandaleux quand il va pour quitter la manifestation. Mais quand il monte sa carte de député et qu'on le matraque tout de même, et que... le préfet et le ministre de l'Intérieur avant même l'enquête la lumière pour les forces de l'ordre, sur les causes et sur les faits. Laissez l'enquête se faire avant de tirer les conclusions. Eh bien, dites-le au préfet, dites-le à votre ministre. Des Gilets jaunes, si je puis m'exprimer, on vous a laissé la parole, je pense, suffisamment sur ce plateau, comme à chaque fois d'ailleurs. Je pense quand même que ce mouvement des Gilets jaunes a été très compliqué à gérer pour l'exécutif et en particulier pour le ministère de l'Intérieur et les préfets. Parce que, évidemment, pas de responsables, pas de personne, pas d'encadrement. Donc, dès le démarrage, ça a été très compliqué. Effectivement, la stratégie a été de laisser et de privilégier le droit à manifester. Et c'est une bonne chose, et nous le reconnaissons. Quand sur ces plateaux, j'ai rencontré un certain nombre d'élus nous demandaient l'interdiction des manifestations, on ne peut pas le faire. Et de toute façon, ils auraient quand même manifesté. Donc, c'est une bonne chose que d'avoir accepté ces manifestants. Maintenant, c'est vrai qu'il a fallu pour les forces de l'ordre, et il faut leur reconnaître d'avoir agi en s'adaptant chaque week-end à ces nouveaux mouvements, à ces nouveaux et à cet engrenage avec un certain nombre de casseurs qu'on a vu infiltrer ces manifestations. Donc c'est une stratégie d'adaptation au mouvement qui devra être revue. Et d'ailleurs, le ministre Castaner a dit qu'il reverrait à l'issue de ce mouvement aussi la stratégie de maintien de l'ordre qui est nécessaire. On va marquer une petite pause, vous permettez. On va reprendre le débat dans un tout petit instant dans LCI Tout Info. Restez avec nous.
Applaudissons le poulet rôti du dimanche de Guillaume. Les œufs au plat façon tête de bonhomme de Michael. Mais pourquoi t'as fait ça, Michael? Le soufflé d'huître reblochon façon Nadine. T'es la meilleure, Nadine. Les moules de Bouchot au kiwi sauce Michel façon Michel. Et la tarte renversée de Claudine. Applaudissons l'audace de ces cuisiniers du dimanche qui soutiennent chaque jour des producteurs et des éleveurs engagés, plus respectueux de l'environnement en choisissant des produits issus de l'une de nos 100 filières responsables. Auchan, et la vie change. Des programmes ultra HD, un flux rapide comme jamais. Des jeux, du foot et la télé, le choix, la vitesse, la quantité. Nous avons la fibre, nous sommes les plus libres. La fibre, ça vous change une famille. Orange. On devrait toujours écouter son cœur. Après tout, c'est le meilleur guide qui soit. Alors laissez parler votre cœur. Irlande, au rythme de vos émotions. Pour ce qui fait sa force, et aujourd'hui pour son ouverture à tous, j'ai choisi MGEN. Ma mutuelle. MGEN. Les bains de bouche sont souvent utilisés pour avoir une bonne haleine. Mais généralement, leur goût menthe ne fait que masquer les mauvaises odeurs. CB12 est différent. Son action cliniquement prouvée neutralise la mauvaise haleine pendant 12 heures. Avec CB12, je suis sûre de moi. CB12 neutralise la mauvaise haleine. Et pour un effet blancheur en plus, CB12 White. Mylan. Nouveau moteur hybride 122 et 180 chevaux. Nouvelle Toyota Corolla hybride. Roulez avec votre temps. Et pour les Ford Days, on propose la Ford Fiesta avec régulateur de vitesse et écran tactile. Teddy, Bravo tout le monde. yes. Mais vous pouvez faire encore mieux. C'est impossible, Teddy. Ouais, ok. L'aide au maintien dans la voie. Excellent. Là, c'est top, hein. Pendant les Ford Days et jusqu'au 31 mars seulement, la Ford Fiesta tout équipée est à partir de 109 € par mois. Avec aide au maintien dans la voie. C'est Teddy qui l'a dit. Just one lifetime. And there's only one. And there is only one. Yes, there's only one. And there is only one. Just one life to live. One life to live, yes. Le nouveau crossover est de retour. Fiat 500X à partir de 149 € par mois. Fiat fête ses 120 ans avec la famille 500 120e anniversaire. Fiat célèbre ses 120 ans et garantit toute sa gamme 10 ans. La station météo radio-guidée Oriol vous permettra de visualiser la température intérieure et extérieure grâce à son capteur avec portée de 100 mètres. À l'aide de ces prévisions météo, vous pourrez choisir la tenue adaptée à votre quotidien. Station météo Oriol, 17,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Alors, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que chez Direct Assurance, vous pouvez contacter nos conseillers par téléphone, email, Messenger, Twitter ou encore WhatsApp. Logo, on gagne toujours à être direct. Et jingle. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8. Ne laissez pas passer votre chance. En mars, pour l'achat d'une Polo, profitez d'une reprise plus jusqu'à 5 500 € sur votre ancien véhicule.
Portes ouvertes les 16 et 17 mars. Lui, c'est Marc. Et avec la nouvelle appli Parions Sport en ligne, il peut suivre ses sports préférés en live et parier en direct. Vainqueur, buteur, score exact, prochaine équipe à marquer, jusqu'à 130 paris par match. Et grâce au combi boosté, boostez vos gains jusqu'à 50%. Alors comme Marc, téléchargez la nouvelle appli Parions Sport en ligne. En ce moment, jusqu'à 100 € offerts en cash. Encore plus dans le match avec Parions Sport. Chrome. Et maintenant Chrome Aqua, le nouveau parfum pour homme. Azzaro. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 4 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans un mouchoir en papier ou dans votre coude. Jetez vos mouchoirs en papier dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes pour protéger les personnes fragiles. Et c'est le retour d'LCI Tout Info, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je rappelle le plateau excellent que nous avons ce soir. Jean-Michel Apathy, éditorialiste politique, Thierry Sausset, conseiller en communication politique, Danielle Simonet, conseillère de Paris, membre de la France Insoumise, Jean-Lin Lacapelle, vice-président du groupe RN au Conseil régional d'Île-de-France et Isabelle Florennes, députée MoDem des Hauts-de-Seine. Soyez les bienvenus une nouvelle fois. Alors on va reparler de cette mobilisation des Gilets jaunes, 17e samedi de mobilisation avec les chiffres de 18h fournis par le ministère de l'Intérieur. 28 600 manifestants aujourd'hui partout en France, dont environ 3 000 à Paris. C'est moins que la semaine dernière, c'est moins que les samedis précédents. On atteint un plus bas historique entre guillemets. On va voir en images justement comment s'est passée cette mobilisation avec ce sujet de Florence Demini. Rassemblement à Roissy ce matin pour un flash mob. Quelques dizaines de personnes qui enfilent leurs gilets jaunes pour danser devant des voyageurs étonnés. Nous sommes samedi, c'est le 17e rendez-vous de la contestation. Alors, la manifestation parisienne, elle, a démarré place de l'Étoile, comme un rituel bien connu des forces de l'ordre. Objectif de beaucoup, défiler dans le calme, dans l'ambiance du tout premier jour. J'étais là lors de l'acte 1, donc voilà, on est là, on est toujours là. Et on se renforce pour le 16 mars, parce que le 16 mars, on va être très nombreux. Sur le parcours autorisé, les gilets jaunes ont croisé les gilets roses. Les assistantes maternelles inquiètent pour leur avenir. Une centaine de femmes qui ont grossi les rangs des 3000 gilets jaunes, selon les chiffres de la préfecture de police. Au Puy-en-Velay, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes a convergé timidement. 1500 personnes environ, 2h30 de marche. C'était la première grande mobilisation depuis l'incendie de la préfecture le 1er décembre. Cette fois, éviter la casse, les débordements. Mais vers 17h, un groupe cherche l'affrontement. Le but, c'est pas de casser. Après, bon, malheureusement, il y a toujours des équipes qui s'incrustent dans les manifestations, qui sont là pour casser et pas pour défendre leurs droits. Mais bon, nous, c'est pas notre but. Du côté de Bordeaux, la manifestation a bien commencé en chanson. Mais dès que le jour tombe, à Lille, par exemple, ou bien à Paris, les mêmes scènes de poursuite de gaz lacrymogène ou de lance à eau. Finalement, ce sont 28 600 gilets jaunes qui ont défilé aujourd'hui en France. Ça, c'est tellement rien à voir avec... Voilà, donc pour ce chiffre, en tout cas, du ministère de l'Intérieur, on le rappelle, on n'a pas de chiffre officiel, évidemment, des Gilets jaunes. Alors, on va voir comment ça se passe sur les Champs-Élysées à l'heure où nous parlons. Charlie Nurel, vous êtes sur place. Apparemment, c'est la fin de la manifestation, là, à l'heure où nous parlons.
Eh bien, regardez, retour au calme aux Champs-Élysées. La circulation a été rétablie. Et dernièrement, eh bien, il n'y a plus de gilets jaunes, mais simplement des touristes, des habitants qui sont venus ici pour profiter de leur samedi soir. Tout à l'heure, eh bien, il y avait quelques échauffourées ici aux Champs-Élysées, puisqu'il y a eu quelques antifas qui sont venus s'en prendre au CRS. Mais finalement, la manifestation s'est terminée dans le calme. Les manifestants, à la demande des gendarmes, sont partis prendre le métro, chose assez inédite. Donc voilà, vous le voyez, eh bien ici tout est dans le calme. En revanche, des gilets jaunes qui nous préviennent et qui nous disent eh bien que samedi prochain, ils sont déterminés à faire entendre leur colère au gouvernement. Merci Charlie Nurel en direct des Champs-Élysées avec Lucas Prévost. C'était donc ce 17e samedi de mobilisation. Ils annoncent donc une nouvelle manifestation pour la semaine prochaine. On parlait quand même, certains gilets jaunes parlaient quand même d'actes décisifs, d'actes final pour ce week-end. Finalement, week-end prochain. Pour ce week-end, déjà pour ce week-end, on parlait d'acte final. Alors on en est un petit peu. Non, ce week-end, c'était un week-end particulier, le lendemain du 8 mars. Vous aviez donc aussi des cortèges, j'aurais aimé que vous montriez la journée des de la images, femme. Voilà, de cortèges, femmes gilets jaunes, de cortèges féministes, avec plein de revendications importantes. Vous aviez notamment les assistantes maternelles qui étaient là en gilet rose au milieu des gilets jaunes pour dénoncer cette réforme scandaleuse qui leur tombe sur la tête par le gouvernement, qui va leur supprimer les indemnités chômage qui leur permettaient de compléter. Je peux vous dire qu'elles sont bien en colère et parce que ce qu'elles subissent est vraiment inacceptable quand on voit la précarité dans laquelle elles sont. Elles attendent d'autres mesures pour améliorer leur statut que ce que veut leur imposer le gouvernement. Vous aviez aussi pas mal de femmes qui étaient là sur les problématiques de violences faites aux femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier, 30 femmes sont décédées du fait des coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et les femmes précaires et la problématique de la violence faite aux femmes est exprimée dans cette manif des Gilets jaunes. Et il y a une colère. On ne peut pas tout mélanger. Mais les femmes Gilets jaunes veulent d'autres politiques que celles qui suppriment les moyens. Vous aviez raison sur cette question des violences faites aux femmes. Vous aviez raison sur un point. Mais on va y revenir justement sur ce mélange. Les violences faites aux femmes sont un problème dans la société, évidemment. On ne peut pas y être indifférent. Mais vous aviez raison de dire que le discours des Gilets jaunes pour aujourd'hui, pour samedi prochain, pour le samedi d'avant, a toujours une forme de radicalité. C'est toujours l'acte final. Il faut toujours aller à l'assaut de l'Élysée. Il faut faire plier le gouvernement. Il y a tout de même dans l'expression, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les manifestants recoupent cela, il y a quelque chose d'un peu excessif, parfois des pensées un peu totalitaires. La démocratie, c'est ceux qui manifestent. La démocratie, la démocratie, c'est pouvoir revendiquer. C'est pouvoir exposer son revendication féministe d'aujourd'hui. Pourquoi il n'y a aucune image sur les revendications exposer son point de vue. Mais ça n'est pas penser qu'il suffit de descendre dans la rue pour que son point de vue soit satisfait. Ça n'est pas comme ça qu'on peut vivre dans une démocratie. Alors justement, je voulais y venir, mais vous y êtes venu un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais ce que je voulais vous dire, c'était quand même qu'il y avait un mélange des messages, si j'ai envie de dire, des gilets jaunes. Il y a eu donc les gilets roses, les assistantes maternelles qui sont descendues dans la rue. Il y a eu cette flash mob à Roissy avec des gilets jaunes qui protestaient contre le projet de privatisation d'aéroports de Paris. Les militants pour le climat avec cette banderole justice climatique et sociale, même combat. C'est un peu dans la même veine que ce qu'on a vu cette semaine avec des portraits d'Emmanuel Macron qui étaient décrochés par des militants pour le climat, mais qui revêtaient un gilet jaune. Justement, alors on va écouter ces revendications un peu multiples des gilets jaunes pour voir si le message risque pas d'être un petit peu brouillé. Écoutez. C'est pour tous les jeunes, pour l'avenir des jeunes. Le SMIC ne permet pas de vivre, ne permet absolument pas de fonder une famille. Donc on demande à ce que ce soit relevé. On aimerait bien que Macron réponde un petit peu aux revendications. Moi, pour nous, le grand débat, c'est que
C'est un moyen de se faufiler. Nous voulons des mesures ambitieuses sur les salaires, sur les déroulements de carrière et évidemment sur les retraites parce qu'il y a un projet de retraite qui va arriver et nous voulons que les femmes soient considérées entièrement dans ce nouveau projet. Voilà, des revendications, des discours multiples. Justement, je me tourne vers vous, Jean-Alain Capelle. Est-ce que le message ne risque pas d'être un petit peu brouillé Non, mais aujourd'hui avec tout. On a l'impression que toutes les personnes qui ont quelque chose à dire finalement se rassemblent autour des Gilets jaunes. Non, mais moi j'espère que le président de la République, qui a été élu pour cela, avec les équipes qui l'entourent, j'espère qu'ils sont suffisamment formés pour aujourd'hui faire une synthèse des revendications et apporter une réponse. C'est vrai, quand j'entends Édouard Philippe qui dit une réforme fiscale, le grand soir fiscal, je crois que c'est trop complexe, on n'y arrivera pas, je suis assez inquiet. Mais les choses, elles sont très claires. Il y a une triple crise. Il y a une crise sociale, il y a une crise fiscale, il y a une crise démocratique. Une crise démocratique, on a des propositions à faire, mais on les entend. Aujourd'hui, elles sont issues du mouvement des Gilets jaunes aussi. Le référendum, le mode de scrutin proportionnel, très important si on veut aujourd'hui que les gens se retrouvent représentés dans les institutions parlementaires. Car s'il y a un débat dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas de débat et parce qu'il n'y a pas des gens pour représenter l'ensemble des Français dans les institutions. Ça, c'est la crise démocratique. Ensuite, la crise fiscale. 48,3% des prélèvements. Nous sommes les champions du monde en termes de prélèvements fiscaux au monde. Les champions du monde sur les taxes sur le carburant. Les champions du monde, nous avons 2 impôts sur le revenu. La CSG, l'impôt sur le revenu. Les gens n'en peuvent plus. C'est le point central, c'est l'ADN de ces mouvements des Gilets jaunes qui disent on n'en peut plus, on n'arrive pas à boucler la fin de mois. 9 millions de gens qui vivent avec 1 000 € par mois. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que M. Macron et son gouvernement vont prendre des décisions très factuelles et vont redonner du pouvoir d'achat aux Français? Et c'est ce qu'on attend. Et là, on verra si ils n'apportent pas de réponse. Le mouvement des Gilets jaunes est loin d'être mort, je vous le dis. Et puis la troisième crise, c'est la crise sociale. On a énormément de chômeurs. Aujourd'hui, on a 6 millions de chômeurs. Et on a... j'ai une inquiétude, moi, quand je lis ou j'écoute M. Macron dans sa tribune, en effet, sur notamment la directive des travailleurs détachés. On en a 516 000 en France. On a battu tous les records. 2e recruteur de travailleurs détachés. La France. Emmanuel Macron nous dit on va continuer. On va continuer. On va harmoniser le. Oui, il dit pas on va continuer. Il dit. Et la France. Il défend encore Emmanuel Macron. Je suis désolé, mais. Vous avez mal lu la tribune, là. J'ai pas été bout de la phrase. J'ai pas été bout de la phrase. Il dit bouclier. Il dit bouclier. Oui, et il dit que chacun doit être payé. Écoutez. Il dit bouclier social et tout le monde va être payé de la même manière. Non, c'est pas tout à fait ça. Attendez, écoutez-moi. Une harmonisation. Sur le même lieu, c'est ça. C'est mettre la fin. C'est mettre fin aux travailleurs. C'est déjà le cas. Ils ont tous le même salaire. Le problème, c'est les charges sociales. Ils ne pointent pas du doigt les charges sociales. Il y a 40% d'écart, 50% d'écart. Il n'y aura jamais d'harmonisation. Donc il est en train de nous dire. C'est vous qui le dites. Mais il n'y aura jamais. C'est un vrai sujet, l'harmonisation. Écoutez, les artisans, les PME qui vous écoutent aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils n'y croient pas parce qu'ils ne pourront jamais. Parce que mais il va falloir qu'on les. Vous le dites comme ça, moi je suis pas sûre. Ça ne fonctionnera pas, effectivement, c'est un bel objectif. Donc on a un vrai problème là-dessus. Et en fait, tout ça pour vous dire que il y a des propositions que tout le monde attend de la part d'Emmanuel Macron. Il est président de la République, au lieu de diviser les Français, comme il l'a fait dans sa tribune, parce qu'il l'a fait dans sa tribune, il a divisé les Français. Il y a ceux qui suivent mon schéma de l'Union européenne, puis il y a ceux qui veulent une autre Union européenne, comme nous, une grande ordre des nations, et vous êtes les méchants et les manipulateurs. C'est pas bien. Je crois qu'il doit rassembler. Eh bien, nous attendons des réponses factuelles. Alors, la réponse de Daniel Simonet attendra quelques minutes, et nous avons marqué une deuxième petite pause. Oui, et que d'autres parlent peut-être. Oui. Et Daniel Simonet avait souhaité... Applaudissons le poulet rôti du dimanche de Guillaume. Les œufs au plat façon tête de bonhomme de Michael. Mais pourquoi t'as fait ça, Michael? Le soufflé d'huître reblochon façon Nadine. T'es la meilleure, Nadine. Les moules de Bouchot au kiwi sauce Michel façon Michel. Et la tarte renversée de Claudine. Applaudissons l'audace de ces cuisiniers du dimanche qui soutiennent chaque jour des producteurs et des éleveurs engagés, plus respectueux de l'environnement en choisissant des produits issus de l'une de nos 100 filières responsables. Auchan, et la vie change. Pour les 120 ans d'Opel, c'est le grand retour des German Days. Jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule, jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'une Opel. Eh oui, vous avez bien entendu, tout ce qui roule jusqu'à 6 000 €. Et ça, jusqu'au 25 mars. Et du 15 au 17 mars, n'oubliez pas que ce sont les portes ouvertes chez Opel. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous.
ce qui fait sa force, et aujourd'hui pour son ouverture à tous, j'ai choisi MGEN. Ma mutuelle. MGEN. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Peugeot reprend votre véhicule 2500 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 108. Nouveau Kia Sportage. Étonnement garanti. Nouveau Kia Sportage à partir de 267 € par mois, sans apport. Garantie 7 ans Kia. Preuve de qualité. Kia, the power to surprise. Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Ah bah, tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Oh, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants. Pardon. Quoi qu'il arrive à votre téléphone, la Poste Mobile vous en prête un autre gratuitement. C'est tellement simple avec la Poste Mobile, opérateur de téléphonie mobile et box. La station météo radio guidée Oriol vous permettra de visualiser la température intérieure et extérieure grâce à son capteur avec portée de 100 mètres. À l'aide de ces prévisions météo, vous pourrez choisir la tenue adaptée à votre quotidien. Station météo Oriol, 17,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vous trouvez normal qu'un véhicule soit mieux assuré que votre famille? Pardon. À la Maïf, on vous aide à protéger ce qui a le plus de valeur. Maïf. Alors, la publicité Direct Assurance montre un homme qui porte des chaussettes connectées à son smartphone. Voilà, c'est bien, c'est techno. Qui lui envoie des notifications quand il a froid. Ouais, pas très utile. Bon, et ben la publicité Direct Assurance montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que lorsque Direct Assurance vous propose d'être connecté, c'est avec YouDrive, son assurance auto-connectée. Comme ça, mieux vous conduisez, moins vous payez. Puis c'est quand même plus utile que des chaussettes. Hein. Logo, on gagne toujours être direct, et jingle. Nouvelle gamme de moteurs essence, nouveau système de navigation Nissan Connect avec Apple CarPlay et Android Auto. Gardez un temps d'avance avec les technologies du Nissan Qashqai, la nouvelle génération de crossover. En ce moment, profitez de 3 mois de loyer offert sur les Nissan Micra, Juke, Qashqai et X-Trail. Pour les 120 ans d'Opel, c'est le grand retour des German Days. Jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'une Opel. Eh oui, vous avez bien entendu, tout ce qui roule jusqu'à 6 000 €. Et ça, jusqu'au 25 mars. Et du 15 au 17 mars, n'oubliez pas que ce sont les portes ouvertes chez Opel. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. Une cabine à UV, ça aurait pu être une bonne idée. Mais dans la Dacia Sandero, on a préféré mettre 5 vraies places. Ça, c'est utile. Dacia Sandero, rien à ajouter. Dacia Sandero est à partir de 3 € par jour sans apport, soit 90 € par mois.
Et c'est le retour d'LCI Tout Info. Soyez les bienvenus avec toujours en plateau Jean-Michel Apathy, éditorialiste politique, Thierry Saucé, conseiller en communication politique, Danielle Simonet, conseillère de Paris, membre de la France Insoumise, Jean-Lin Lacapelle, vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional Île-de-France et Isabelle Floren, députée Modem des Hauts-de-Seine. Alors on va reprendre le cours de notre débat. On a entendu toutes ces revendications. Je vais quand même donner le chiffre de la mobilisation d'aujourd'hui pour ce 17e samedi de mobilisation. Les chiffres de la mobilisation à 18h fournis par le ministère de l'Intérieur étaient de 28 600 personnes dans toute la France, dont environ 3 000 à Paris. Pour information, ils étaient 39 300 la semaine dernière, donc 4 000 dans la capitale. Donc c'est un chiffre qui est en baisse depuis le début. C'est donc le plus bas, le chiffre le plus bas fourni par le ministère de l'Intérieur depuis le début du mouvement. Alors sur le fond, il y a eu quand même plusieurs cortèges qui ont eu lieu et plusieurs causes qui ont été défendues. Les assistantes maternelles qui étaient dans la rue, les manifestants pour le climat, les féministes également, une flash mob à Roissy qui dénonçait la privatisation, le projet de privatisation d'aéroports de Paris. J'ai envie de demander à Danielle Simonet qui avait envie de prendre la parole tout à l'heure, le dénominateur commun finalement, c'est le sentiment d'injustice qui prédomine, c'est ça. Vous savez, ce mouvement Gilets jaunes, dès le début, dès le 17 novembre, de la question de la taxe des carburants, a tout de suite basculé sur l'injustice sociale, l'injustice fiscale et la critique du fonctionnement démocratique. La question écologique était présente aussi, parce que dès le début, la critique de la taxe sur le carburant se traduisait par pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions payer alors qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre notre voiture pour aller travailler, tandis que Total est exonéré d'impôts. Et donc, il y avait des pancartes qui étaient Total à la caisse et qui disaient en même temps restauration de l'ISF, avec également donc, toutes les revendications sur le référendum d'initiative citoyenne. Parole de Total. Non, on n'est pas le porte-parole de Total, mais là, l'entreprise Total est fiscalisée pour le coup. Amazon ne l'est pas, mais Total l'est. Pour échapper à l'impôt, vous avez raison, vous allez défendre Total. Non, mais écoutez, il faut arrêter de dire des choses, des contre-vérités. Je défends le système. Non, mais c'est pas ça. C'est que vous dites des choses fausses. On a le droit de réagir. Vous aviez un focus sur les questions féministes extrêmement importantes. C'est le lendemain du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Et les femmes sont en première ligne à la fois de la précarité sociale, mais en même temps les premières victimes de la crise écologique. Parce que le Rassemblement national, dans les crises que vous avez citées, il y en a une que vous occultez complètement, c'est la question de la crise écologique. Et qui est une question extrêmement importante. Les femmes sont les premières victimes dans le monde de la crise écologique. Et le subissent beaucoup plus en première ligne. Parce que ce sont celles et ceux... Les hommes et les femmes, non. Par la crise écologique. Pourquoi plus les femmes que les hommes? Mais moi, je suis aussi menacé par la crise écologique. Eh bien, vous découvrez cela. Parce que les femmes sont en situation de plus grande précarité sociale. Et parce qu'elles sont en plus grande précarité sociale, partout dans le monde, elles subissent beaucoup plus durement la précarité due aux crises écologiques. Vous avez des rapports qui justement abordent cette question-là. Je vous les transmettrai. C'est extrêmement important d'en prendre conscience. Je voudrais juste terminer sur ces questions féministes. Parce qu'on devait aussi aborder le grand débat. On va le faire. Sur la question féministe, je disais tout à l'heure qu'il y a depuis le 1er janvier 30 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint. Bien. Il n'y a eu aucune mesure d'ampleur prise par le gouvernement. On voyait tout à l'heure pendant la pause pub des publicités, une campagne de prévention sur la grippe. Vous n'avez pas de grande campagne. Clairement, vous n'avez pas eu une augmentation des moyens alloués au mouvement associatif pour intervenir. Il faut encore l'augmenter. Et par exemple, dans le grand débat, hier ou avant-hier, excusez-moi, à Châteauroux, vous aviez Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, qui participait à un grand débat à Châteauroux sur la question des violences faites aux femmes. Elle est restée 5 minutes et elle a quitté la salle, ce qui montre ce désintérêt
pour cette grande cause de la part des membres du gouvernement. Qu'avait-elle de plus important à faire? On a regardé le déroulé de sa soirée. Elle avait une médaille à remettre et ensuite une soirée privée. Eh bien, excusez-moi, rester 5 minutes dans un grand débat sur les questions des violences faites aux femmes, un sujet aussi important, eh bien, ça montre tout le mépris qu'il peut y avoir. Voilà. Et la semaine prochaine, vous verrez la convergence si sera je sur les peux questions écologiques. sur la question, effectivement, de l'engagement du gouvernement sur la cause et sur le droit des femmes, je crois qu'il y a un engagement du chef de l'État. J'étais hier à la création du prix Simone Veil qu'il a souhaité et qu'il a remis. Il y a un engagement total du président de la République sur ces questions qui a fait de ce quinquennat la grande cause, les droits des femmes, la grande cause de ce quinquennat. Sans moyens, c'est faux. Encore hier, il a annoncé, il se met en tête du G7 pour créer justement ce qu'il appelle la diplomatie féministe et donc de répertorier dans les 127 pays les meilleures lois et les mettre en application. Ça va au-delà d'une charte. Et donc, il y a un engagement total du président de la République et des parlementaires et du gouvernement sur la question de la violence faite aux femmes, sur la question de l'égalité. La loi Pénicaud avec l'index montre des réalités. Mais vous arrêtez de me couper la parole un petit peu. On vous a écouté aussi. Donc vous dites des choses, j'ai le droit de répondre. Et là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a eu des lois, elles sont peut-être pas parfaites, mais nous avons avancé plus qu'aucun gouvernement, effectivement, sur la question de l'égalité salariale. Il y a des problèmes. C'est Yvette Roudy qui, il y a 46 ans, a fait voter une loi sur la parité des salaires en entreprise. 46 ans après, on s'aperçoit qu'il y a encore 25% d'écart dans les salaires. C'est pas normal. Il y a un index qui va être publié. Les entreprises ont à répondre. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien. Nous avançons sur ces sujets et un certain nombre de choses sont faites. Simplement, effectivement, sur la question des violences, c'est pas suffisamment. Il y a des moyens qui doivent être mis, notamment sur l'accueil dans les commissariats. C'est ce qui va être fait sur la formation des personnels, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient policiers, pour l'accueil de ces femmes. Vous ne pouvez pas dire, Madame Simonet, que nous ne faisons rien sur ces sujets. Vous le savez très bien. Si je peux dire un demi-mot, avant Daniel Simonet, ce qui est extraordinairement compliqué ici, j'ai une proposition à vous faire et une observation qui la concerne. Une proposition, passez davantage sur vos antennes les images des Champs-Élysées ce soir avec les touristes. C'est comme ça qu'un pays vit, se développe, des activités, le tourisme, de l'économie, alors qu'un mal considérable a été fait à la croissance, au commerce, aux entreprises, au travail partiel, y compris à des amis des Gilets jaunes que vous soutenez tant. Et donc, face à des images de violence qui ont fait le tour du monde, qui font aussi d'ailleurs accessoirement, qui mettent en cause l'attractivité de la France, plus vous montrerez que la France continue, Dieu soit loué, mieux on se portera. Deuxièmement, on voit bien avec Daniel Simonet que le débat quitte les Gilets jaunes, là. Oui. Mais en quoi ça quitte les Gilets jaunes L'égalité salariale, c'est pas une revendication des Gilets écoutez, jaunes. Ou je pars, ou vous répartissez la parole, parce que non, c'est franchement insupportable. Hein. Ou vous la répartissez, on la garde, on finit nos phrases, ou je m'en vais. Je veux pas jouer les. Je suis alors, pas. Allez-y parce que non mais écoutez, vous êtes hein. comme ça, vous. On peut même pas articuler un mot. Oui, on voit bien dans vos propos. Je termine juste ma phrase, je vous jure, que vous déportez le débat. La réalité, vous êtes très content que les Gilets jaunes continuent, même en échouant, parce que vous espérez en récupérer un bout. Vous n'avez pas beaucoup de succès de ce point de vue-là. Vous avez probablement pas réussi à les infiltrer. Mais au fond, vous espérez quand même, vous, sur le plan politique et partisan, en récupérer quelque chose. Et on voit bien. J'ai juste des convictions. Mais moi aussi. Eh ben voilà. Vous n'êtes pas seul à avoir des convictions. Vous êtes sur ce plateau en tant que militant. Voilà, vous défendez les intérêts de votre classe. Non, je suis là en tant qu'observateur lucide, contrairement à vous. La question en tant que militant. Or, vous vous présentez comme un communicant. Voilà le problème. Oui, alors, je suis là comme un communicant et comme un observateur, non, vous êtes là pas comme un militant politique. Militant de moi, j'ai pas ma carte dans la poche. Quelle est aujourd'hui, qui sont aujourd'hui les Gilets jaunes? C'est quand même la question qui se pose, parce qu'il y a des revendications multiples. On est en droit aujourd'hui de se poser la question, Jean-Michel Apathy. Depuis le début du mouvement, on se pose la question, enfin on se pose... Ouais.
On peut se poser la question de savoir si c'est plutôt un mouvement de droite, plutôt un mouvement de gauche, qui effectivement s'est retrouvé dans les ronds-points. Les réponses ne sont pas simples. Ça n'est pas une classe sociale qui a animé le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas vrai. On a compris qu'il y avait dans les ronds-points des commerçants, des artisans, des salariés, certains salariés dans la difficulté, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Il faut reprendre cette séquence où on voit une femme à Bordeaux dire à Emmanuel Macron, c'est cette femme qui veut faire enfiler au président de la République un collier avec un gilet jaune. Elle dit, moi je suis gilet jaune depuis le début, mais je suis une privilégiée. Alors hélas, on n'a pas su qui il était, ce qu'elle faisait, mais cette scène-là montre bien que des gens qui ont mis en mouvement des gilets jaunes, c'est une multitude de situations différentes. Et au fond, peu de choses les a unifiées. On peut dire que le mouvement des gilets jaunes est né sur un ras-le-bol des impôts, et donc de la manière dont l'État gère les impôts, ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Lacapelle, qui est plutôt une critique de droite, et on peut dire que c'est un mouvement qui réclame la justice fiscale, ce qui serait plutôt une pensée de gauche. Moi, avoir bien écouté au début les Gilets jaunes, j'avais plutôt l'impression qu'il était à droite qu'à gauche, ce mouvement, plutôt à droite qu'à gauche. Drapeau français, marseillaise, un mouvement... Les études le confirment, apparemment. Un mouvement, les études, les sondages, il y a beaucoup de choses qui sont... les enquêtes auprès des Gilets jaunes. Mais, en tout cas, celles qu'on a vues. On voit bien que c'est un mouvement qui n'est pas réductible à un parti politique, que c'est un mouvement qui traverse complètement la société. Et de ce point de vue, quand on voit les sondages d'intention de vote qui ne sont que des sondages de vote, il faut surtout l'abstention. Oui, enfin, on voit bien qu'Emmanuel Macron reste quand même assez haut. Voilà. Alors, vous allez me dire que ça me fait plaisir, mais en fait, je m'en fous, pour vous dire la vérité. On voit bien. Complètement. Alors, je vous le dis. Alors là, je pense, monsieur Apathy. Je vous le dis, je vous le répète, je m'en fous. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je m'en fous complètement. Mais il reste assez haut. Alors, Marine Le Pen reste assez haut, mais enfin bon, et puis il faut se rendre compte foutez aussi oui, complètement. Et Jean-Luc... Oh là, ça tourne mal, là. Hein. Moi, en 2017, au 2 tours, j'ai voté blanc. Voilà, donc aux 2 tours. Hein, donc, oui, moi, pour le coup, j'essaie d'être journaliste sans engagement partisan. Voilà. Mais voyons. Mais oui, non, c'est pas très et ça, grave. vous savez que c'est comme les chiffres officiels de manifestation, plus personne n'y croit. L'objectivité de M. Apathy, c'est comme les chiffres de manifestation du ministère de l'Intérieur. Je ne plaide pas pour l'objectivité. Oui, mais j'ai voté blanc aux 2 tours de l'élection présidentielle. Au premier et au deuxième. Moi, je peux répondre. Et Jean-Luc Mélenchon, on va essayer d'avancer un petit peu. Ça montre bien que le mouvement des Gilets jaunes ne profite pas à la gauche. Alors, petite phrase sur les élections. Rapidement, on va essayer d'avancer quand même sur la suite. Moi, je pense qu'on a certes, et je le regarde en face, on a une difficulté au niveau de ces élections européennes, au niveau de la France insoumise. On a une candidate extraordinaire, moi je trouve, Manon Aubry, qui incarne la bataille contre l'évasion fiscale, contre l'optimisation fiscale, contre les paradis fiscaux et pour la rupture avec les traités libéraux européens, qui incarne une dynamique dans cette liste. Mais celles et ceux qui sont le plus en accord avec la critique que nous faisons de l'Union européenne peuvent en partie être tentés par l'abstention ou le boycott de ces élections. Et donc on a tout un travail à faire de conviction, qui est de leur dire mais votre abstention, c'est le plus beau cadeau à faire à Emmanuel Macron. Donc on a un travail sur les 3 prochains mois de mobilisation des nôtres. Alors je voudrais qu'on avance un petit peu pour parler un petit peu des suites de ce mouvement des Gilets jaunes. Ça fait 4 mois, depuis le 17 novembre qu'il manifeste chaque week-end. Et chaque week-end, on entend à peu près le même discours, on va aller jusqu'au bout, on va être dans la rue et on va faire descendre le président de sa tour d'ivoire. Écoutez, Sophie Tissier, que nos correspondants ont interrogé tout à l'heure. La semaine prochaine, on remet la pression le 16 mars à fond. Tous les gilets jaunes doivent venir sur Paris et on va faire une grande manif, sûrement autour des Champs-Élysées, et on va en discuter là entre nous et pour continuer à mettre la pression en fait sur le gouvernement et qu'ils comprennent qu'on lâchera rien en fait tant qu'il sera entêté et qu'il refusera de revenir en arrière sur les 18 mois là de politique ultralibérale anti-pauvre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une politique anti-pauvre en fait que mène Macron. Donc tant que le gouvernement n'aura pas compris ça, nous on lâchera rien en fait, on sera dans la rue. Là il y a des gens qui viennent de me dire que leurs parents ils bouffent des pâtes et du riz tous les jours, que des pâtes et du riz. Il y a des gens, c'est ça leur quotidien. Vous voyez, donc Monsieur Macron, faut qu'il descende de sa tour d'ivoire et qu'il vienne concrètement à la rencontre des gens et de ce que vivent les gens. Voilà, Sophie Tissier, donc l'une des représentantes des Gilets jaunes, qui était interrogée tout à l'heure. Thierry Saucé, c'est un peu toujours le même discours. On ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout, mais au bout, c'est quoi en fait ?
C'est un peu la question. Au bout, c'est rien, c'est-à-dire qu'il y a par définition un moment où les revendications doivent arriver à s'exprimer d'une manière un peu organisée, concertée. Moi, je ne suis pas conseiller en communication des Gilets jaunes, mais ça fait longtemps que j'aurais remplacé les manifestations par des assemblées citoyennes qui montreraient au moins qu'une forme de démocratie peut exister dans ce mouvement. Emmanuel Macron qui descend de sa tour d'ivoire. J'accueille quand même Emmanuel Bompard, qui a remplacé Daniel Simonet sur ce plateau. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur des campagnes de la France Insoumise. Quand on dit qu'Emmanuel Macron doit descendre de sa tour d'ivoire, il y va quand même au contact de tout le monde en région. Il y a eu comme ce grand débat. Qu'est-ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut leur répondre. C'est-à-dire, on lui a reproché de ne pas sortir, en gros, de l'Élysée ou de ne pas privilégier le contact avec les Français pendant 18 mois. Et maintenant qu'il va faire des grands débats, on dit, attendez, il en fait trop, c'est quoi? Il monopolise le discours, la télévision. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait repris le contact, notamment qu'il ait mesuré aussi la nécessité de retrouver ce dialogue avec les élus locaux et qu'il a très bien fait en allant les rencontrer. Il n'a pas terminé, c'est pour ça qu'il va continuer et qu'il a annoncé qu'il continuerait. Parce que mais ça sert à rien. Alors, je suis pas d'accord avec ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est que le moment venu, il tire les leçons du grand débat. Il propose quelque chose qui nous fasse sortir de la crise. Les revendications... C'est un exercice assez narcissique. C'est pas très utile à la société. Les revendications des Gilets jaunes, on les connaît, mais c'est les Français là qu'ils rencontrent dans les débats. Il n'y a pas que les Gilets jaunes. Donc effectivement, ils ont choisi, l'exécutif a choisi de sortir de cette crise par l'organisation d'un grand débat. Le président de la République, finalement, il trouve un moyen de renouer le contact avec un certain nombre de corps intermédiaires avec lesquels il s'était peut-être, à tort, à mon avis, coupé durant la première partie de son quinquennat. Maintenant, moi je suis d'accord avec vous, les principales revendications, qu'elles soient sociales, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient démocratiques, nous les connaissons, il n'y a pas de surprise. Il faut maintenant sortir de ce débat avec des solutions. Il faut aussi trouver ces solutions, moi je pense, avec les corps intermédiaires, avec un certain nombre, réentamer cette concertation qui est nécessaire et que nous n'avons pas avec les Gilets jaunes. Vous parliez de cette nécessité de dialogue. Malheureusement, nous n'avons pas d'interlocuteur avec les Gilets jaunes. C'est ce qui fait la difficulté. Je crois qu'il n'y aura rien à l'issue de ce grand débat, dont je répète que c'est pour moi un gadget qu'il a mis en place pour essayer d'essouffler ce mouvement des Gilets jaunes et pour lancer en quelque sorte sa campagne. Il en a fait une opération de communication. En effet, il a fait des grands-messes, il a organisé des grands-messes. Alors, il y avait 9 heures, par-ci par-là, 10 heures, le salon d'agriculture, il était un peu partout. Les corps intermédiaires qui le dénigraient, hein. Il a fini par les recevoir. Les maires qu'il avait aussi boudés, il a fini par les rencontrer. Les présidents de conseils départementaux, il y a encore quelques mois, hein, il voulait supprimer les départements. Hein. Il a fini par les recevoir. Je crois que tout ça est dans son opération de communication. Mais quelque part, c'est qu'il écoute peut-être aussi. Mais depuis, surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va en sortir et quelle décision va-t-il prendre. Il ne lâchera rien. Dans ce qu'il dit, je ne changerai pas de cap pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? Pour l'instant, je ne lâche rien. Et quand j'entends sur des sujets comme la fiscalité, quand j'entends Mme Gourault, qui probablement lance un ballon d'essai. Elle a été démentie assez rapidement. Ça a été démenti, mais vous vous rendez compte? Très rapidement, cependant, vous vous rendez compte, les 2 heures. On a quand même tout de même justifié les choses en disant c'est normal que les ministres lancent comme ça des idées. Mais écoutez, qu'une ministre lance une idée comme celle-là, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire de compréhension et de déconnexion totale. Quand on entend encore le retour de la taxe carbone avec cette tribune de 85-86 députés, ça me pose aussi un vrai problème parce que c'est le point de départ en plus symbolique de ce mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai quand même l'impression qu'Emmanuel Macron ne sait pas comment il va s'en sortir, qu'il ne va pas faire grand-chose. Pour qu'il vous dise qu'il faut un débat, encore, c'est qu'il gagne du temps. Et que je crois que ce mouvement des Gilets jaunes donc, va continuer, bien sûr, lui à vivre, pour revendiquer ce qu'il attend, et que Macron se fout de notre gueule, se fout de la gueule des Français, et qu'il est dans sa campagne européenne. Et je crois que, tactiquement, c'est mal joué de sa part. Partir en Italie, c'est, je trouve, mépriser, franchement, les Français aussi, que d'avoir fait sa tribune là-bas. Et d'autre part, les dés sont pipés. Non, mais il était en Italie quand il l'a. Mais les dés sont pipés sur un certain nombre de sujets. Mais il y a des sujets comme celui de l'immigration. Dans les débats aujourd'hui, dans les contributions, on parle de l'immigration. Vous avez mis du temps à y venir. On parle de l'immigration. Vous y êtes arrivé. Il vous dit tout de suite quel est son projet. Des quotas, décidés à Bruxelles, les demandes d'asile, décidées à Bruxelles, tout sera organisé là-haut.
Alors qu'il pourrait Il vous a attendre fallu au moins la synthèse. Non, écoutez, nous sommes généralistes. Vous ne l'avez peut-être pas encore deviné. Donc il y a certains sujets sur lesquels nous intervenons. Et je crois qu'aujourd'hui, en effet, donc Emmanuel Macron n'a pas pris l'ampleur encore de ce mouvement des Gilets jaunes et qu'il ne répond pas à toutes les problématiques et surtout qu'il ne changera pas d'objectif comme il l'a toujours dit. Voilà, et justement, la réponse a été donnée par Christophe Castaner sur la question quelles traces veulent laisser les Gilets jaunes. Écoutez ce qu'il a dit. Ce que je leur dis, c'est quelles traces ils veulent laisser. Ils ont porté un mouvement social inédit. Ils ont provoqué un débat inédit. Le président de la République était dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur hier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Plus de 10 000 réunions sont organisées ou seront encore organisées d'ici le 15 mars partout en France. Des réponses sociales ont été apportées avec la mobilisation de plus de 10 milliards. Le grand débat est une réponse et il y aura la suite de ce grand débat. Et donc, quelles traces ils veulent laisser? Celle de ce mouvement-là ou celle des violences? Voilà, quelles traces ils veulent laisser? Jean-Luc Mélenchon a eu la réponse. Il a tweeté justement. Monsieur Castaner demande quelles traces les Gilets jaunes veulent laisser. La sienne est claire, une trace de sang. Je me tourne vers vous, Manuel Bompard. On en est là. Maintenant, c'est ça le débat. On ne peut pas aller plus loin. Bien sûr qu'on peut aller plus loin, mais monsieur Castaner est directement responsable, dans sa responsabilité politique, d'un mouvement social qui est le plus violent de ces 50 dernières années. 3000 personnes blessées, à peu près 1000 policiers, 5 personnes qui ont perdu une main, 18 personnes qui ont perdu un œil, il ne faudrait pas l'oublier. Pour autant, maintenant, je pense que le président de la République devrait cesser de jouer cette carte du pourrissement de la situation et effectivement apporter des réponses. Alors, monsieur demandait quel type de réponse. Je pense que les revendications des Gilets jaunes, elles sont assez claires. Il n'y avait pas besoin de 3 mois de débat pour les entendre. Davantage de pouvoir, d'intervention citoyenne, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Des fins de mois qui soient moins difficiles. C'est l'augmentation du salaire, c'est la réindexation des retraites sur l'inflation, de la justice fiscale, c'est le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est l'instauration d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Elles sont claires, ces revendications, et même des revendications écologiques. Parce qu'on a beaucoup caricaturé ce mouvement en disant qu'il n'était pas sensible à la question environnementale. Moi, j'observe que dans les cortèges, sur les pancartes, je vois, oui, il faut s'attaquer à la catastrophe climatique, mais pas que ce soit celles et ceux qui n'ont pas d'alternative à l'utilisation de la voiture individuelle qui en payent le prix. Donc finalement, les enjeux, ils sont assez clairs. Et le président de la République devrait maintenant apporter des réponses. Malheureusement, les réponses, elles tardent à venir. Et on sent bien qu'il y a une tentative de laisser pourrir le mouvement, d'instrumentaliser les violences regrettables et condamnables, bien évidemment, qui ont lieu dans ce mouvement, pour essayer d'éviter de devoir répondre. Donc maintenant, j'ai envie de poser moi la question au président de la République. Quelle trace il veut laisser dans l'histoire? Est-ce qu'il veut laisser la trace d'un président de la République qui est rejeté par 75% de la population, qui ne peut pas se déplacer dans la rue sans être rejeté, ou au contraire du président qui met la France comme une première nation écologique du monde, qui réduit la pauvreté dans notre pays? Voilà la question qui est posée au président de la République. Vous êtes extraordinairement cohérent, vous êtes l'illustration parfaite de ce que je reprochais à Daniel Simonet juste avant que vous n'arriviez. Vous êtes formidable. Les Gilets jaunes, leur programme est clair, c'est celui de la France insoumise. Non, mais c'est pas moi qui le dis, attendez, c'est celui de la France insoumise et vous nous débitez. Ça vous embête, hein? Attendez, pas du tout. Vous nous débitez absolument tous vos projets. Récupération politicienne d'un monsieur, c'est les enquêtes d'opinion qui le disent, avec le mal que vous avez d'ailleurs à le concrétiser sur le plan politique. Ce mouvement, il est beaucoup plus... Je suis pas en train de faire grandir une étiquette électorale. Là, monsieur. Je suis en train d'essayer de répondre aux questions qui sont posées au pays. Vous êtes vraiment le frère jumeau de Daniel Simonet, vous. Si je peux simplement finir une phrase. Si je peux finir une phrase. Non, mais de couper tout le temps les gens. Vous m'agressez. Les Gilets jaunes. Mais vous allez répondre, je vous rassure. Je pense que vous en êtes capable. Allez au bout de votre phrase. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant sur le plan sociologique, beaucoup plus contradictoire que la récupération politicienne que vous êtes en train de le faire. C'est-à-dire que vous-même, vous dites le programme des Gilets jaunes. Mais monsieur, allez dans les manifestations, lisez les pancartes, lisez les banderoles. C'est pas de ma faute si vous y allez pas, j'y suis pour rien, monsieur. Moi, je ne fais que le relais de ce que je lis sur les pancartes et les banderoles dans les manifestations. Alors, je vous propose d'écouter justement à ce sujet-là de la récupération politique, Ingrid Levavasseur, qui était l'invitée du brunch de l'info ce matin, et justement, elle a parlé de cette récupération. Écoutez-la, on en reparle juste après. Ils sont très nombreux à vouloir récupérer le mouvement. Moi, je suis irrécupérable, et ça fait pas de moi une personne naïve. Au contraire, je suis très consciente de ce qui se passe, et beaucoup d'entre nous le sont, et restent d'ailleurs des gilets jaunes à part entière. Je ne dirais pas apolitique, puisque nous ne sommes pas apolitiques, puisque depuis le départ, nous faisons de la politique, donc ne soyons pas naïfs. Voilà, il faut vraiment prendre les choses en considération telles qu'elles sont. Voilà, donc... Il y a une chose intéressante dans ce qu'elle dit, qui est très vraie, c'est-à-dire qu'on a un mouvement social d'une ampleur extraordinaire,
qu'aucun parti politique n'arrive à récupérer vraiment. Alors, par petits bouts peut-être, mais tous les partis politiques qui courent après ne récupèrent avec pas. Ça. Qui court après, monsieur Vous et le Rassemblement national. Excusez-moi, ce que vous dites est inexact. Oui, mais j'aimerais bien que vous terminiez. Que vous couriez après n'est pas totalement inexact. C'est totalement inexact, monsieur. En revanche, ce mouvement-là, donc, les partis politiques l'expriment mal. Bon, donc ça, c'est comme ça. Je pense qu'une crise de cette nature, quand Emmanuel Macron va prendre la parole le 15 avril, s'il ne calme pas la crise, si la crise d'une manière ou d'une autre reprend, si des manifestations, peut-être d'envergure plus importante que celles auxquelles nous assistons, continuent à se développer, alors nous n'éviterons pas de nous poser la question, parce que c'est la seule manière, dans une démocratie, de sortir de la crise, de nouvelles élections. Si décidément, ce mouvement a interrompu le quinquennat. Vraiment, le quinquennat s'est arrêté sous l'impact de ce mouvement. Si nous voulons reprendre dans de bonnes conditions la vie sociale et politique de ce pays, soit les propos d'Emmanuel Macron calment la situation et le quinquennat reprend, mais si ça ne se passe pas comme ça, on n'évitera pas un retour aux urnes. Parce qu'il n'y a que ça qui peut trancher les débats. Attendre du président qu'il applique, là vous avez raison Thierry, qu'il applique le programme à la France insoumise, c'est attendre quelque chose qui ne se produira pas. Attendre que le président applique le programme du Rassemblement national, c'est quelque chose qui ne se produira pas. Donc il faudra peut-être vérifier auprès des Français ce qu'ils veulent, et le seul moyen de le vérifier, c'est les urnes. Alors il y a quand même les élections européennes qui sont en ligne de mire. Oui, alors il y a les élections ça peut donner quand même une idée. Les élections européennes, d'abord le débat européen est toujours compliqué, l'abstention sera très importante, mais peut-être que si, après tout, un mouvement de grogne doit se manifester dans les urnes lors des élections européennes, ça ne pourra que renforcer l'idée qu'il faut peut-être consulter les Français sur ce qu'ils veulent, non pas en termes de politique européenne, mais en termes de politique intérieure. Est-ce qu'ils ont intérêt à déposer une liste quelque part? Les Gilets jaunes, non, je ne crois pas. Non. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils le feront, je ne crois pas que ce soit leur intérêt. Mais enfin, c'est leur histoire, ça, mais je ne suis pas sûr qu'aucun des Gilets jaunes aujourd'hui ne soit très armé pour être présent aux élections européennes. Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord avec M. Apathy. Mais il n'y a que vous que ça surprend. Non, il n'y a que vous que ça surprend. Je suis d'ailleurs en train de vous le dire, je suis d'accord avec vous. Vous voyez. Très bien, donc enlevez le mot de surprise. Je ne parle pas à vous, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, monsieur. Ça va peut-être vous surprendre donc, mais je suis d'accord avec monsieur Apathy sur le fait qu'à un moment, il faut poser la question de comment vont pouvoir se trancher les éventuels désaccords politiques qui s'expriment. Vous avez raison, le président de la République, il a un programme, il a des propositions, mais aujourd'hui, les gens qui se mobilisent et une grande majorité de la population, et ça vous embête peut-être, mais vous savez, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, bien sûr, c'est dans le programme de la France insoumise, mais c'est aussi soutenu par 80% des Françaises et des Français. Et l'augmentation des salaires aussi. Et le référendum d'initiative citoyenne aussi. Vous voyez, c'est pas juste le programme de la France insoumise, c'est toutes les enquêtes d'opinion que vous citez. Si vous demandez aux gens s'ils sont pour l'augmentation du pouvoir d'achat, oui, non, mais ça c'est sûr qu'ils sont d'accord avec vous. Mais monsieur, tout à l'heure... C'est une plaisanterie ce que vous dites. Pourquoi c'est une plaisanterie? Mais parce que vous prenez un sondage, ils sont favorables à l'augmentation du pouvoir d'achat, à plus de démocratie et à une fiscalité améliorée. Pourquoi on le fait pas? Attendez, moi je ne suis pas le gouvernement. Ce que je dis simplement, c'est que vous enfilez des perles. Non, j'enfile pas des perles. Tout à l'heure, monsieur, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, vous plaquez vos revendications sur celles du mouvement des Gilets jaunes. Vous ne les plaquez pas, vous dites le programme des Gilets jaunes, c'est le mien. Mais je n'ai jamais dit ça, monsieur. Je vous explique juste que ces revendications sont largement majoritaires dans la population. J'ai bien vu que ça vous embêtait, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais alors demain, il n'a pas eu de majorité comme ça, il y a 20 mois pour l'appliquer. Très bien, madame. Très bien, madame. Mais monsieur a raison de dire que à la fin du grand débat, avec cette solution, vous mais je ne me fais pas du mal, monsieur, c'est vous qui vous faites du mal parce que vous êtes d'accord avec moi. En même temps. Alors, justement, vous parlez des revendications. On va écouter justement quelques revendications des Gilets jaunes. Ça va étayer vos propos. Il a écouté qui, Macron? Il écoute c'est des bourgeois, ces gens comme lui. Il a écouté le peuple. Ce mépris de classe, ce racisme social qu'il manifeste, je ne supporte pas. Nous sommes des millions à ne pas supporter M. Macron. C'est du blabla, encore une fois, qu'ils ont essayé de gagner du temps et qu'au final, il n'y a rien qui changera. Voilà, au final, il n'y a rien qui change, on est toujours sur les mêmes mots, hein, finalement. Oui, non, mais qu'il y ait des personnes qui soient jamais convaincues et qui vous disent, enfin moi je ne sais pas, j'ai fait plusieurs campagnes électorales dans ma vie, on rencontre toujours des personnes qui vous disent « mais non, moi la politique, je m'en fous, je ne voterai pas ». Bon, effectivement, ce que révèle ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est pas nouveau, c'est une crise de confiance d'une partie des Français avec
avec le pouvoir politique. Et ça, c'est une réalité sur laquelle je ne sais pas, mais j'espère qu'une partie des solutions qui seront apportées à l'issue de ce débat puissent rétablir un minimum de confiance entre les Français et le pouvoir législatif et exécutif. C'est les conditions pour la poursuite de ce quinquennat. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, sur un certain nombre de revendications, vous savez, au mouvement démocrate, on était plus nuancé que certaines décisions qui ont été prises, que nous avons approuvées dans la majorité. Mais la majorité est ce qu'elle est, et que nous sommes minoritaires dans la majorité. Nous n'aurions pas fait complètement ce qui a été fait de la transformation de l'ISF en IFI. Nous n'étions pas favorables sous cet angle-là, et en tout cas, dans ce timing-là. Et nous l'avions dit à l'époque, mais nous n'avions pas été, malheureusement, complètement écoutés. Et d'ailleurs, certains économistes qui ont conseillé Emmanuel Macron le disent maintenant. Monsieur Aguillon l'a dit il y a un mois, le timing n'était pas bon, l'augmentation des retraites et de la CSG sur les retraités et la transformation de l'ISF au même moment était sans doute une erreur. Il faut aussi que l'exécutif l'entende, et c'est pour ça que je pense que le débat parlementaire qui arrive va être important. Voilà, et pourtant, le Premier ministre, vous n'êtes pas passé à côté de cette petite phrase, cette indiscrétion du Premier ministre cette semaine, c'était lors d'une réunion avec des députés de La République En Marche à propos de ce grand débat. Le risque déceptif est important, il faut préparer nos concitoyens. Les propositions à la sortie ne seront pas les réponses à toutes les remontées des débats. Mardi prochain, le Premier ministre à notre réunion de groupe, et on va pas se priver de discuter avec lui et de se parler. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de la situation ? Les Français ont des... Moi, notamment, je propose une partie de la réindexation sur les retraites. Mais vous n'énervez pas, monsieur. Vous avez l'air très tendu. Je ne m'énerve pas, je constate que vous êtes tous les mêmes à la France. C'est vous qui dirigez le débat. Thierry Sausset, est-ce que les Français ne risquent pas d'être déçus de ce grand débat et des résultats de ce grand débat ? Mais bien sûr que oui. Dans l'état actuel des finances publiques, il est absolument évident que quand le président de la République annoncera des mesures, il y aura des déceptions considérables. Probablement va-t-il annoncer une ou deux mesures significatives, importantes, et un calendrier, parce qu'il va bien falloir mettre le Parlement, discuter avec les corps intermédiaires et les syndicats. Et pour lui, ce sera une sorte d'heure de vérité. Parce que soit cette crise arrive maintenant, au lieu d'arriver 6 mois avant une élection présidentielle, et de vous faire un second tour Mélenchon-Le Pen, ce que je ne souhaite pas pour la France, elle arrive maintenant. Donc s'il apporte une réponse forte, puissante, ce qui est difficile compte tenu de ce que j'appelle l'état des finances publiques, alors c'est une chance historique pour lui. S'il ne l'apporte pas, et que c'est extraordinairement déceptif, alors oui, se posera la question, après des élections européennes qui ne sont pas gagnées d'avance du tout, de savoir si un nouveau pas ne devra pas être franchi pour retrouver la confiance du peuple français. Je crois que c'est ça le défi pour lui. C'est inévitable, la déception des Français ? Inévitable, je ne sais pas. Celui qui a le pouvoir, il y a un livre du général de Gaulle, 1932, Au fil de l'épée, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qui exprime parfaitement la situation. Celui qui a le pouvoir a pour lui la possibilité, en a-t-il l'intelligence, la créativité, je n'en sais rien, de l'effet de surprise. Quand Emmanuel Macron va prendre la parole à la mi-avril, il aura, lui, le choix des cartes à jouer. Quelle carte va-t-il jouer ? Que va-t-il annoncer ? On ne le sait pas. Mais évidemment, si on réfléchit aujourd'hui, nous sommes le 9 mars, on a vu un grand débat qui partait dans tous les sens. Les revendications des Gilets jaunes sont nombreuses. L'état des finances publiques ne permet pas d'en satisfaire beaucoup. On a plutôt le sentiment que la déception sera au rendez-vous. Et que donc la déception, si elle est au rendez-vous, risque de créer une crise politique qui sera difficile à gérer. Si le grand débat existait, c'est parce qu'il était une réponse à la crise. Il était une réponse immédiate, sans doute pas pensée dans toutes ses conséquences. Une réponse immédiate au coup de boutoir de la crise des Gilets jaunes. Et ça a anesthésié le mouvement des Gilets jaunes. Mais ça fait monter les attentes en même temps. Oui, en même temps. Donc inventer quelque chose au mois d'avril ne sera pas facile. Mais bon, c'est le principal acteur qui a les cartes en main, c'est pas nous. Ce qui a quand même intéressant, quand on entendait tout à l'heure les Gilets jaunes qui parlaient d'Emmanuel Macron, il faut quand même noter une chose, il ne faut pas passer à côté par l'analyse de ce qui est intéressant dans le rapport que les Gilets jaunes entretiennent avec Emmanuel Macron. Durant tout le mois de décembre, au moment où le mouvement a le plus bousculé les institutions, la cote d'Emmanuel Macron s'effondre. Les critiques
critiques sur Emmanuel Macron sont nombreuses. Il ne peut plus sortir dans la rue. Et puis, les choses sont un peu calmées. Emmanuel Macron a retrouvé la possibilité de dialoguer avec les gens. Et il faut bien reconnaître que dans l'intervalle, aucune autre personnalité, je pense qu'Emmanuel Macron est encore très très faible, mais aucune autre personnalité n'a remplacé Emmanuel Macron, n'apparaît comme une alternative à Emmanuel Macron. Et quand on regarde cela, qu'est-ce qu'on doit se dire? Que la crise de la démocratie française est très profonde. Non seulement les gouvernants sont contestés, mais personne n'arrive à se faire entendre des Français de manière crédible pour remplacer les gouvernants. Ça, c'est un signe inquiétant, très inquiétant. Allez, on va continuer à évoquer tout ça. Dans LCI, samedi soir, on marque une petite pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.